Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va opter ensemble pour la deuxième séquence dans notre premier module intitulé « La typologie textuelle ». Bien sûr, cette leçon est destinée aux élèves du niveau du tronc commun. Donc, notre activité, c'est une activité de lecture. Aujourd'hui, on va voir ensemble le texte descriptif. Bien, donc, le texte descriptif, on le trouve toujours dans la narration. Dans un récit, il y a des passages consacrés à la description. Donc, décrire consiste à donner des caractéristiques, des qualifications à des personnages, à des objets, à des lieux, à des paysages, à travers bien sûr des modalités de caractérisation. Après, on va voir quelles sont ces différentes modalités de caractérisation. Bien, donc notre support c'est le manuel de l'élève, les œuvres intégrales. On va prendre ensemble la page 20. L'objectif de la leçon, c'est bien sûr identifier les caractéristiques du texte descriptif. Notre texte, il s'agit d'un extrait d'un roman du célèbre auteur français Victor Hugo. Bien, donc, je vous demande de bien suivre, de bien articuler votre prononciation, de vous concentrer sur le lexique parce que vous allez lire après à votre tour. Bien, donc on va lire ensemble. Le narrateur parle d'un incendie. Il décrit les flammes qui dévorent le sommet d'une église. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plombe liquide s'élargissaient en gerbes, comme l'eau qui jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre rouge, semblait plus grande encore que de toute l'immensité de l'ombre qu'elle projetait jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Donc, l'auteur c'est Victor Hugo. Le roman dont il est extrait s'appelle Notre-Dame de Paris. C'est un roman historique daté de 1831. Donc, dans ce texte, l'auteur s'est focalisé sur la description d'un seul objet. Bien sûr, ce sont les flammes. Il a décrit les flammes qui montaient d'un incendie qui ravageait l'église de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, c'est le nom de la cathédrale. Une cathédrale, une grande église qui se trouve dans les grandes villes françaises. Bien, donc on va commencer notre étude de texte par d'abord l'identifier, le situer. Donc d'abord il s'agit d'un passage descriptif extrait d'un texte encore plus long. Ce texte est un texte romanesque, c'est un roman historique
intitulé Notre-Dame de Paris, écrit par le grand auteur et poète français Victor Hugo. L'idée principale, le type de texte d'abord, il s'agit d'un texte descriptif. Le narrateur, il décrit les flammes qui dévorent le sommet d'une église. Bien, on va commencer notre étude de texte par le premier axe de lecture qui sont les indicateurs de lieu. Donc la première remarque qu'on fait lors de la lecture de ce texte, c'est que cette structure descriptive, elle obéit à la structure des indicateurs de lieu. Donc, il a commencé par le haut de l'église, puis au-dessous de la flamme et après au-dessus de la flamme. Donc, le texte propose une description organisée dans l'espace. Donc, cette description, elle peut être organisée dans l'espace comme dans le temps. Mais là, l'auteur, eh bien, le narrateur, a préféré cette organisation spatiale. Les indicateurs de lieu assurent cette organisation dans le texte. Donc, les exemples de ces indicateurs de lieu, tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Donc, toujours, lui, il se concentre sur quoi? Sur les flammes. Il ne décrit que les flammes. Mais là, d'abord, il les situe vers le haut de l'église, c'est-à-dire au centre de la cathédrale, vers la rosace centrale, et puis sur le sommet de la galerie, et après, ce qu'il voit, ce qu'il décrit, ce qui se trouve au-dessus de cette flamme. La flamme qui monte au ciel, lui, il décrit ce qui se trouve au-dessous de cette flamme. Et enfin, il nous montre le paysage global, ce qu'il voit au ciel, au-dessus de la flamme, les énormes tours. Bien sûr, là, il ne s'agit pas des tours. Hein. C'est une comparaison, c'est une figure de style. Il compare cette flamme qui monte dans le ciel avec des tours ou bien des gratte-ciel. Bien, passons maintenant au deuxième axe de lecture qui sont le temps des verbes. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un texte descriptif, le temps principal, c'est l'imparfait. Comme on a vu ensemble, on a dit que l'imparfait, il se met dans la description. C'est le temps de la description par excellence, l'imparfait. Les exemples, une grande flamme qui montait entre les deux chercheurs. À mesure qu'ils approchaient du sol, leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient, l'imparfait, un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. On avance maintenant avec le troisième axe de lecture qui est le point de vue de la description. Donc, le point de vue, c'est-à-dire comment le narrateur a opté pour sa description. Est-ce qu'il connaît le lieu, les objets, ou bien il est un simple témoin? Il décrit ce qu'il voit, comme un journaliste, comme quelqu'un qui fait un photographe. Donc dans cet extrait, le narrateur donne-t-il au lecteur l'impression qu'il connaît les lieux et les événements? La réponse est non. Le narrateur là est un simple passant. Il voit un paysage, un incendie, et il décrit ce qu'il voit. Donc c'est une description de l'extérieur, la description de l'extérieur, et on appelle ce genre de description par le point de vue externe, ou bien la focalisation externe, à la différence bien sûr de la focalisation interne, ou bien le point de vue interne. Donc quelle est cette... J'ouvre la parenthèse là pour faire la différence entre la description externe et interne lorsque le narrateur est lui-même un personnage. Il participe à l'action, il connaît les autres personnages. Là, il peut donner des caractéristiques que lui seul les voit. Donc nous, on reconnaît les personnages à travers l'œil du narrateur. Non pas comment ils sont dans la vérité, mais comment lui, il les voit. Donc là, il y a la subjectivité
du narrateur dans la description. Donc c'est pour cela on dit que c'est le point de vue interne. Donc là, Victor Hugo, il est hors de toute cette action, donc il décrit ce qu'il voit seulement, donc le point de vue de la description est externe. On passe maintenant au troisième axe de lecture, qui est la caractérisation. Comment le narrateur a opté pour caractériser cette flamme, caractériser l'objet qui le décrit. Comment il procède pour donner des qualités à l'objet décrit. Donc là, il a opté d'abord par les adjectifs. Les adjectifs, c'est la manière la plus facile et la plus répandue de la description. Donc c'est pour cela qu'ils appellent les adjectifs qualificatifs. On qualifie quelque chose à travers un adjectif. Donc les exemples, ce qu'il voyait était extraordinaire. Une grande flamme désordonnée, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait de face crue et tranchée. Donc il y a plein d'adjectifs bien sûr dans cette description. Un deuxième procédé de caractérisation dans ce texte, c'est on décrit à travers une phrase relative. Donc il y avait une grande flamme. Comment est cette flamme? Elle montait entre les deux clochers. Donc on peut décrire avec une phrase. Cette phrase relative, avec le pronom relatif qui. Deuxième exemple, cette pluie ardente. Comment est cette pluie? Elle est ardente, mais il se détachait son ruissellement argenté. Donc là, on voit que à côté des adjectifs, on peut utiliser même des phrases dans la description. Et le troisième procédé, elle est un peu sophistiqué, un peu soigné, ce sont les figures de style. Puisqu'il s'agit de Victor Hugo, bien sûr, il va utiliser des styles, des figures littéraires dans sa présentation de description. Là, j'ai opté par deux exemples. Deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche. Donc là, il présente les gouttières, les canaux par lesquels passent les flammes, le feu. Il les compare avec des monstres, avec des gueules, comme des gueules des monstres qui vomissaient. Donc là, il s'agit d'une comparaison, mais une comparaison sans utiliser l'outil de comparaison. On appelle cette figure de style par la métaphore. La métaphore. Et le deuxième exemple, les deux jettes de plomb liquide s'élargissaient comme l'eau qui jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. Donc là, il a utilisé la comparaison dans la description. Donc c'est la figure de style de la comparaison. Il a comparé les jettes de plomb comme l'eau qui jaillit. Donc voilà, donc il y a un comparé et un comparant, il y a un outil de comparaison. Donc il s'agit de la figure de style de la comparaison. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette leçon. Le texte descriptif est toujours présent dans la narration. Dans un texte narratif, que ce soit un roman, une nouvelle, il y a toujours place au texte descriptif. Ce qui caractérise le texte descriptif, c'est l'emploi de l'imparfait. Un champ lexical spécifique, des adjectifs, des figures de style, des indicateurs spatio-temporels et des points de vue de description. Bien, on enchaîne maintenant avec la deuxième activité de ce jour. C'est une activité de langue. Puisqu'on est dans la séquence du texte descriptif, je vous propose de voir l'outil d'analyse qui est la caractérisation. Donc, comme support, toujours c'est le manuel de l'élève, les œuvres intégrales, la page 200, et l'objectif de la leçon, reconnaître les différentes modalités de caractérisation dans un texte descriptif. On commence par présenter les exemples. Ce qu'il voyait était extraordinaire. Une grande flamme désordonnée et furieuse.
Deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche. L'homme, fatigué, s'installa sur le banc d'un jardin. La fille qui porte un bouquet de fleurs est sa sœur. Il travaille sérieusement. Elle s'habille d'une jolie jupe de laine. Commençons par... Il faut revenir. Commençons par la première phrase. Ce qu'il voyait était extraordinaire. Bon, donc là, il décrit ce qu'il voyait, c'est-à-dire dans le texte c'était les flammes, par extraordinaire. Donc, il décrit avec un adjectif qualificatif. Donc, cet adjectif-là, est-ce que c'est un adjectif attribut ou bien épithète? Bien sûr, il s'agit d'un adjectif attribut, parce qu'il est séparé de sujet avec un verbe. Donc, le premier procédé de notre caractérisation, la première modalité de description, et se fait avec les adjectifs. Deuxième phrase, une grande flamme désordonnée et furieuse. Comment elle est cette flamme? Elle est d'abord désordonnée, elle n'obéit pas à un certain ordre, et elle est furieuse. Furieuse, c'est-à-dire elle est en colère, elle est irritée, exacerbée. Donc, la flamme ici est qualifiée, caractérisée par deux adjectifs. Le premier est désordonné, le deuxième est furieuse. Bien, donc est-ce que c'est toujours, on est dans le cas de l'adjectif attribut ou bien l'adjectif épithète? Un moment de réflexion. Réponse. Bien sûr, il s'agit là d'un adjectif épithète, parce qu'il est lié directement avec le mot décrit, avec l'objet décrit qui est la flamme. Donc, désordonné, il n'est pas ordonné, c'est bien en aucun ordre. Furieuse, là il y a une petite interrogation. On dit, mais comment cette flamme peut être furieuse? Est-ce qu'un objet peut être furieux? Furieux, c'est un sentiment humain. L'homme qui peut être furieux, même pas l'animal. L'animal, on ne peut pas dire qu'un animal est en colère, il est furieux. Donc là, il s'agit d'un adjectif qui nous transmet une figure de style. Donc là, il s'agit d'une figure de style. Avec l'adjectif, il a utilisé une figure de style. Il s'agit là d'une comparaison. Il a comparé la flamme avec quoi, à votre avis? Il l'a comparé avec l'homme, avec la personne. Elle est furieuse comme l'homme. Donc là, c'est une comparaison, mais c'est une comparaison incomplète. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Le comparant est implicite dans la phrase. Donc il s'agit d'une figure de style qui s'appelle, elle s'appelle comment? C'est une personnification. C'est une personnification. D'accord? C'est un cas particulier de la métaphore. Donc le deuxième procédé avec les adjectifs, là on a trouvé qu'on peut caractériser, décrire, qualifier avec une figure de style. Passons à la phrase suivante. Deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche. Qu'est-ce qui est caractérisé dans cette phrase? Ce sont les gouttières, les canaux de feu. Ils sont en gueule de monstre. Est-ce qu'ils ont des gueules d'abord? Non, ils n'ont pas de gueule. Il s'agit d'un simple objet. Mais dans l'imagination de l'auteur, il les voit comme avec des gueules, parce qu'ils descendent avec une certaine vitesse, et ils dévorent, ils ravagent tout ce qu'ils trouvent dans leur chemin. Donc là, ils sont comparés métaphoriquement avec des animaux mythiques qui sont les monstres, des gueules de monstres qui vomissaient
Ils vomissent, c'est-à-dire ils lancent, ils relâchent du feu de leur gueule. Donc, comment les gouttières sont caractérisées, avec quel procédé? Ils sont caractérisés avec une figure de style. Cette figure de style, c'est une comparaison, mais c'est une comparaison sans outil de comparaison. Donc, comment on l'appelle? On l'appelle une métaphore. C'est une métaphore. Bien. Phrase suivante. L'homme fatigué. Comment est cet homme? Il est fatigué. Mais là, entre deux virgules, s'installa sur le banc d'un jardin. Donc, la phrase essentielle d'origine était l'homme s'installa sur le banc d'un jardin, mais on a ajouté entre deux virgules, fatigué. Donc, c'est une mise en apposition. Parfois, on met une virgule pour décrire et on ferme la caractérisation avec une autre virgule. On appelle cette modalité de description la mise en apposition. Mise en apposition. D'accord? Bien. Phrase suivante. La fille qui porte un bouquet de fleurs est sa sœur. Cette fille qui est sa sœur, comment elle est qualifiée par un bouquet de fleurs dans ses mains? Donc, mais là, elle a présenté cette description à travers une phrase relative, avec le pronom relatif qui. Donc, est-ce qu'on peut caractériser avec une phrase? Oui. Hein? Avec une phrase relative. Phrase suivante, il travaille sérieusement. Travaille sérieusement. Comment il travaille? Sérieusement. Donc là, qu'est-ce qu'il a décrit? Il décrit l'action, non pas le sujet. On décrit le travail, le verbe, l'action. Donc, on décrit non pas avec un adjectif, mais avec l'adverbe. Avec l'adverbe. Donc, on peut décrire, caractériser aussi avec des adverbes. D'accord? Arrivons à la dernière phrase. Elle s'habille d'une jolie jupe de laine. Jolie jupe de laine. Comment? Et la jupe, elle est jolie à l'adjectif de laine. De laine, c'est un complément de nom. Un complément de nom. D'accord? Donc, préposition plus nom. Complément de nom. Par exemple, machine à laver. Un fer à repasser. Ce sont des compléments de nom. Donc voilà, donc, on a vu qu'il y a plusieurs modalités de caractérisation. Hein? À part les adjectifs, épithètes et attributs, il y a les adverbes, les compléments de nom, les figures de style et les phrases relatives. Sans oublier bien sûr la mise en apposition aussi. On passe maintenant à l'exercice d'application. Ou bien retenons d'abord, pardon. Retenons. Donc décrire consiste à donner des caractéristiques à une personne, un objet ou un lieu de manière à exprimer une impression particulière. La caractérisation se fait par plusieurs procédés. D'abord les adjectifs, épithètes et attributs, les figures de style, les phrases subordonnées relatives, la mise en apposition, les adverbes et les compléments de nom. D'accord? Bien, on enchaîne avec un petit exercice d'application. Donc, relever et identifier dans les phrases suivantes les différents procédés de caractérisation. Première phrase. Il portait un pardessus et un chapeau usagé. Le guidon de ton vélo ne tient plus. Elle paraissait pressée. Le programme de la semaine vous serait communiqué prochainement. Les bocaux de verre étaient disposés avec soin sur l'étagère. Des envahisseurs venus de loin débarquèrent un jour sur terre. Un homme sans scrupules me dévisageait. Il vivait de riz et de poissons crus. Voilà. Donc, pour le corriger, première phrase. Il portait un pardessus et un chapeau usagé. Bon, quel est le procédé de caractérisation dans cette phrase? Il s'agit bien évidemment d'un adjectif. L'adjectif usagé, c'est un adjectif épithète. Le guidon de ton vélo ne tient plus. On a qualifié le guidon de quoi? Le guidon du vélo. Donc il s'agit là d'un complément de nom.
Le programme de la semaine nous serait communiqué prochainement. On a qualifié le programme par la semaine, le programme de la semaine. Donc de la semaine c'est un complément de nom. Prochainement, on a qualifié l'action de communication. Donc il s'agit là d'un adverbe de temps. Les bocaux de verre étaient disposés avec soin sur l'étagère. Les bocaux de verre, comment sont ces bocaux, ce bocal, il est de verre, donc c'est un complément de nom. Disposé avec soin, comment il est disposé? Donc là, il s'agit de caractériser l'action, donc c'est un adverbe. Avec un soin, c'est un adverbe. Des envahisseurs, entre deux virgules, venus de loin, c'est une mise en apposition. Un homme sans scrupule me dévisageait. Sans scrupule, c'est un complément de nom. Il vivait de riz et de poissons crus. Cru, c'est un adjectif épithète. Voilà, notre leçon a pris fin. Je vous remercie et à bientôt.